Merci à toutes et tous. On va poursuivre avec le second panel sur les perspectives québécoises sur l'IA, les pouvoirs publics et la société civile. Le panel sera animé par le professeur Marc-Antoine Dillac, professeur de philosophie à l'Université de Montréal et directeur scientifique gouvernance et collaboration internationale à l'OBVIA. Autour de lui, le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, la professeure Karine Gentelet, professeure au département de sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais, directrice scientifique collaboration avec la société civile de l'OBVIA, le professeur Steve Jacob, du département de sciences politiques de l'Université Laval et directeur scientifique collaboration avec les acteurs publics de l'OBVIA. Et enfin, la professeure Alison Marchildon, professeure au département de philosophie et d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke, co-responsable de l'axe de recherche éthique, gouvernance et démocratie de l'OBVIA. Marc-Antoine, je te laisse le micro. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette introduction. Donc, le panel s'intitule « Perspectives québécoises sur l'IA, les pouvoirs publics et la société civile ». Je voudrais faire quelques remarques introductives assez courtes pour rappeler des choses qui sont bien connues, à savoir, dans un premier temps, que les découvertes scientifiques dans les laboratoires ne sont jamais le fruit, le produit de purs esprits, mais viennent d'abord dans un contexte social, économique, politique, scientifique particulier. Le laboratoire n'est pas un lieu séparé de la société, et c'est d'autant plus vrai pour les innovations techniques, les innovations technologiques qui sont intriquées dès leur conception dans des processus sociaux complexes. Alors l'innovation technologique, elle va de la société à la société. Elle la traverse, elle la transforme, elle se transforme au contact de la société également. Elle bénéficie d'investissements, elle est rendue possible par ces investissements, elle peut être encouragée ou freinée par les pouvoirs publics, elle peut rencontrer la société civile ou au contraire échapper complètement aux attentes de cette société civile. Bref, l'intelligence artificielle me paraît être une de ces technologies qui illustre le mieux ces remarques générales sur l'innovation technologique. Elle n'est pas née uniquement dans des esprits qui seraient dans un bocal. Elle se développe grâce à une puissante infrastructure de recherche. Elle transforme la société, le marché du travail, on en a parlé dans le premier panel. Elle transforme les habitudes aussi individuelles, avec une rapidité, c'est vrai, qui surprend, une rapidité qui même stupéfait. Alors, comment étudier ces impacts sociétaux de l'IA? On ne va pas répondre à cette question, je vous rassure. Mais comment penser le rôle, en revanche, de la société civile dans cette transformation sociale qui est induite par l'arrivée de systèmes d'intelligence artificielle? Comment informer les pouvoirs publics? Comment les mettre en capacité de prendre des décisions? Et comment nous, chercheuses et chercheurs, pouvons informer et fournir une expertise utile à toutes les composantes de la société. Enfin, quelle approche privilégier par rapport à l'IA? Est-ce qu'il faut privilégier une approche par les risques d'une IA qui serait menaçante, ou une approche différente, une approche des bénéfices de l'IA qui est un outil, après tout, et qui peut être d'ailleurs un instrument pour le développement social, économique et personnel? Donc à l'OBVIA, nous réfléchissons à ce genre de questions et nous avons le sentiment, je crois, d'être un relais, parfois d'être un pont, mais au moins d'être un relais entre la société civile et les pouvoirs publics. Et on va aborder ces questions-là avec nos panélistes, en commençant par donner la parole à Rémi Quirion sur le chemin qu'on a parcouru depuis quelques années et qui nous amène justement à ce lancement de OBVIA 2.0. Quel chemin parcouru, on l'a dit à plusieurs reprises, quel chemin parcouru depuis le forum sur le développement responsable de l'IA en novembre 2017, qui était à votre initiative. Nous avons adopté depuis la déclaration de Montréal sur l'éthique de l'IA, qui s'appuyait sur une délibération citoyenne, qui s'appuyait sur une délibération multipartite, elle n'était pas que citoyenne, une délibération multipartite. Et puis il y a eu la création de l'OBVIA qui a concrétisé d'une certaine manière cette stratégie scientifique cohérente. Alors ma première question porte justement sur cet aspect. Comment vous évaluez l'impact de l'OBVIA pour démocratiser la science de l'IA et rapprocher les expertises scientifiques et les expertises citoyennes? Ça sera ma première question. Bonne question, belle question, très importante. Peut-être que je commencerai à peut-être revenir un petit peu en arrière. Là. Pendant la pause, j'ai eu l'opportunité de discuter avec plusieurs d'entre vous et plusieurs ont dit, bon, on aimerait en savoir plus
Intelligence artificielle, Fonds de recherche du Québec, l'OBIA, oui, mais à l'extérieur de l'OBIA. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Là. On est toujours là pour vous. Et je vois 2 collègues dans la salle. Ici, là, Louise Poisson, directrice scientifique du Fonds Société Culture, et Janice Bailey du Fonds Nature Technologie. Donc, on est là pour vous. On est là pour essayer d'aider le plus possible. Bien sûr, l'OBIA, mais on fait notre part aussi de notre côté. Je l'ai mentionné un peu dans ma présentation, mon petit discours d'introduction. Je pense que pour moi, une marque de commerce, et Marc-Antoine a participé énormément à ça, marque de commerce, la façon de faire au Québec, avec la Déclaration de Montréal et par la suite avec l'OBIA, a été d'avoir un bras citoyen important. Donc, de s'assurer qu'on est en contact, en discussion avec la société civile, avec nos concitoyens et concitoyennes. Est-ce qu'on l'a fait assez? Est-ce qu'on doit faire davantage? Je dirais oui. On doit sûrement faire davantage, parce que lorsqu'on commence à discuter avec nos concitoyens, concitoyennes, bien, qu'on aime ça ou pas, ça ralentit quand même les choses. On n'est pas dans notre petite bulle et on doit tenir compte des commentaires, suggestions de nos concitoyens, concitoyennes. On est très chanceux au Québec. Je pense que globalement, nos concitoyens, concitoyennes, de tout groupe d'âge, sont intéressés par la science en général, sont intéressés par l'intelligence artificielle. Bien sûr, maintenant, avec tout ce qui est intelligence artificielle générative, il y a encore plus d'intérêt. Donc, comment avoir un dialogue soutenu avec la société civile? Je pense que dans la phase 2 de développement de l'OBIA, ça va être critique de s'assurer de faire encore davantage ce pont-là. Et on est là aussi pour essayer de travailler avec vous. Certains d'entre vous connaissez peut-être un programme au Fonds de recherche, le programme Engagement, où là, c'est de la co-construction de projets de recherche avec le public. N'importe qui dans notre société peut faire des propositions de recherche. On les marie avec des chercheurs. C'est sûr que c'est un peu lourd, prend un peu de temps, mais en bout de ligne, je pense que tout le monde y gagne si on s'assure d'avoir l'appui de la société civile, mais en même temps, là, en contrepartie, ce qu'il faut s'assurer de faire aussi, c'est de la formation. Pierre, le ministre, l'a mentionné, là. Je l'ai mentionné moi aussi, la formation, ça commence, pour moi, dès l'école primaire, certainement secondaire, et tout au long de la vie. Ça évolue tellement rapidement dans le secteur de l'intelligence artificielle et du numérique. Donc, il faut être là en appui à la société civile et toutes les couches de la société civile. Il ne faut pas laisser personne en arrière. Là. On a parlé d'EDI avant. Donc, s'assurer aussi qu'on ne laisse personne en arrière. Merci pour cette première cette ébauche d'abord de discussion où on va aller encore plus en détail sur la manière d'articuler nos expertises. Hein. Mais là, on a déjà la table qui est servie et vous avez parlé de mobilisation. J'y reviendrai avec vous dans un deuxième tour. Mais mobilisation citoyenne, on a de la chance, vous avez dit, au Québec. On s'intéresse à la science, ce qui est vrai. Je dirais... beaucoup voyagé, travaillé avec des institutions internationales, eh bien, on peut dire qu'à l'étranger, on regarde souvent l'écosystème québécois comme une exception, et en particulier donc, le système de l'IA, comme un modèle de dialogue entre les différents acteurs de l'IA. Alors, je m'adresserai à Karine Gentelet sur cette question. Est-ce qu'on peut expliquer cette spécificité? D'abord, est-ce que c'est vrai qu'on a cette spécificité de la société québécoise qui est plus facilement mobilisable sur ces questions technologiques et sur l'IA en particulier? Et comment on l'explique? Voilà. OK. Merci beaucoup pour la question. En fait, oui, il y a cette spécificité, puis je ne suis pas la seule, mes collègues l'ont dit auparavant, et il y a de nombreuses études qui montrent qu'il y a un tissu social très serré au Québec, il y a un sens de la solidarité aussi, et de la justice sociale, je dirais, sur ce qui doit être équitable et ne pas. Et ce qu'on voit aussi, c'est un appétit pour justement comprendre ce qu'est l'IA et ce que l'IA ferait dans nos vies quotidiennes. Il y a à la fois une envie de le savoir, mais il y a aussi un certain désarroi pour comprendre. Je pense qu'il y a une de mes collègues qui est ici dans la salle qui a parlé de s'approprier les enjeux d'IA. Qu'est-ce que ça va apporter au niveau quotidien? Qu'est-ce que ça va apporter dans les pratiques? Qu'est-ce que ça va modifier comme pratique dans plusieurs secteurs?
Et on a au Québec, je pense, une société civile qui a une expertise de terrain qui est indéniable, qui est structurée et qui serait tout à fait partie prenante et intéressée. Le problème que je vois, c'est la définition de cette inclusion de la société civile et participation, parce que pour comprendre quels sont les besoins, il faut déjà poser la question de ces besoins-là. Et dans beaucoup de processus de consultation, et sans avoir un apport critique ou un point de vue critique par rapport à ce qui s'est fait ou pas, mais je pense que ça va être important de demander exactement quel type d'organisation a quel besoin et comment est-ce qu'on peut y répondre. Et c'est la beauté de cette phase 2, selon moi, de l'OBVIA, c'est qu'on aura la possibilité d'interroger la société civile, de travailler en collaboration avec la société civile et peut-être non seulement de savoir qui est intéressé, qui n'est pas, parce qu'il y a aussi plein d'organisations, par exemple, qui travaillent sur la défense de personnes qui sont en situation soit de pauvreté économique, qui sont en situation d'exclusion, qui ne sont pas pour l'instant, qui ne se sentent pas forcément concernés par ces débats sur les impacts sociétaux de l'IA. Donc, essayer de voir, les rencontrer, leur poser la question de leurs besoins et voir comment, au sein de la capacité de l'OBVIA, on a produit un certain nombre de ressources, mais il y a aussi beaucoup de collègues au niveau multidisciplinaire qui pourraient répondre à leurs besoins, et donc de voir avec eux comment est-ce qu'on pourrait répondre à ces besoins. Et pourquoi pas peut-être développer aussi, ça c'est ce que j'aimerais faire, une méthodologie d'inclusion de la société civile, mais une méthodologie qui soit définie en collaboration avec la société civile, pour que ça puisse répondre non seulement à leurs questions, mais à leurs besoins. Beaucoup, Karine. J'aurais une question. D'abord, j'ai une remarque. On peut avoir un point de vue critique sur ce qui a été fait. C'est même absolument salutaire pour ne pas rééditer justement les erreurs. Donc, on se parle franchement ici. Et puis, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit à la fin. Pour quelles raisons on devrait justement inclure davantage la société civile dans ces processus-là? Parce que c'est devenu un peu un réflexe, et puis ça nous paraît naturel, nous, chercheuses, chercheurs, on est habitués à ce genre de processus. Pourquoi? Est-ce que c'est une question de justice sociale? Est-ce qu'on a d'autres raisons de le faire? Je pense que c'est une question de justice sociale, de solidarité et de démocratie. Puis je pense que ma collègue Alison va en parler tout à l'heure, sur l'importance d'en parler. Par exemple, on en parle beaucoup, c'est normal, on est à Montréal, on est au Québec, de la déclaration de Montréal. Il y a une autre déclaration qui a été faite et qui, selon moi, vient couvrir un angle qui est très certainement important, c'est la déclaration de Toronto, qui est basée sur la question des droits humains. Oui. Et donc, je pense que ce qui aussi inquiète énormément la population en règle générale et beaucoup d'organisations de la société civile, c'est cette question du respect des droits fondamentaux. Et ce qu'on voit notamment en IA, c'est que, hors IA, la société civile a une expertise absolument phénoménale, particulièrement au Québec, sur le terrain. Ils ont une expertise sur les solutions. Ils connaissent les problèmes et ils connaissent les solutions. Donc ça, c'est la première des choses. L'autre élément, c'est que, si vous voulez, on a vu dans la littérature, dès qu'il y a un certain nombre de technologies qui ont été déployées dans la société, les premiers lanceurs d'alerte ont été des organisations de la société civile. Le cas le plus connu, c'est notamment en reconnaissance faciale. Donc, cette expertise-là, des impacts tels qu'ils sont vécus, est absolument essentielle là où on en est maintenant dans la réflexion sur les déploiements et les usages de l'IA. Et ça me semble absolument fondamental d'un point de vue de justice sociale, donc de solidarité, d'inclusion, mais aussi de démocratie, d'inclure ces acteurs-là qui arrivent avec une expertise qui est pointue et qui sont capables de définir des biais, ou en tout cas des impacts réels, et non pas des impacts anticipés. Parce qu'actuellement aussi, dans la régulation, ce qu'on voit, c'est qu'on est beaucoup à anticiper les impacts. Mais déjà, qui les définit? Comment est-ce que c'est défini? Et donc, il nous faut une rétroaction sociétale. Et selon moi, pour représenter justement cette rétroaction sociétale et ses impacts, les acteurs de la société civile, dans leur diversité, leur complexité et leur profondeur d'expertise, sont des acteurs incontournables. Merci. Donc la démocratie, mais aussi un gain épistémique, ça ajoute de la connaissance. Alors, on a mentionné à plusieurs reprises effectivement la déclaration de Montréal, je voudrais quand même y revenir. La déclaration de Toronto, effectivement, a été une déclaration centrée sur la question des droits humains, à l'initiative d'organisations de la société civile, Amnesty International. Alors, Alison, justement, si on revient à cet esprit de la déclaration de Montréal,
Le Québec, avec cette déclaration, s'est positionné comme chef de file dans la réflexion sur l'éthique de l'IA. L'idée, au fond, au départ, c'était de donner des lignes directrices pour le développement, pour la conception de l'IA, notamment par les informaticiennes et les informaticiens et par les entreprises qui font de l'informatique. Alors, l'idée, c'était en fait de mettre au cœur de la démarche éthique, de dire que quand on développe de l'IA, il faut y penser dès le début. Et puis ça a été connu sous le nom d'une démarche d'éthique par la conception, Ethics by Design. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez d'abord dans cette démarche-là comme éthicienne et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'elle implique concrètement, cette démarche? Oui, tout à fait. En fait, je dirais ça rejoint beaucoup ce qu'on essaie de faire dans l'axe éthique, gouvernance et démocratie et ce qu'on fait ici au Québec en termes d'éthique appliquée. Ce n'est pas juste le design de principes de haut niveau, mais c'est vraiment l'accompagnement aussi de « mais comment on met ça en œuvre ». Donc, je vais rejoindre, là où je m'en vais, je vais rejoindre ce que Karine disait. Je pense que le mérite de ces grandes déclarations-là, et il y en a des centaines qui sont sorties dans la foulée de la Déclaration de Montréal, ça a amené les développeurs et entreprises d'IA à bien comprendre l'importance d'adopter des valeurs, des principes, et que c'était essentiel pour aller de l'avant, pour commercialiser et développer l'IA. Maintenant, malgré tout ça, malgré cette adoption-là assez généralisée par les développeurs d'IA, on voit quand même des critiques qui se maintiennent, des critiques qui disent mais il y a quand même un écart entre le discours et les pratiques réelles. Certains vont même parler des fois de ethics washing. On n'a pas d'études encore exhaustives sur l'application réelle des principes, mais il y a ce questionnement-là sur oui, mais on les adopte, mais est-ce que ça se concrétise en pratique réelle? Et je pense que ce qu'on a vu se dérouler sous nos yeux depuis un an avec le lancement assez cavalier, je dirais, de l'IA générative, nous permet de voir, si on fait une analyse, on pourrait voir que plusieurs valeurs de la Déclaration de Montréal ont été écorchées au passage. Donc, ce qu'on essaie de faire, les chercheurs en éthique, notamment dans notre axe, c'est vraiment d'intégrer ces valeurs-là plus concrètement en amont et de les accompagner là-dedans. Ça peut être une approche d'ethics by design où, il y aura plusieurs noms qu'on pourra donner, mais c'est cette idée de l'amener en amont, dès le début, dès la conception et ensuite tout au long du déploiement, de l'implantation et de l'utilisation pour aller jusqu'aux impacts réels et avérés. Donc, c'est d'aller, on a parlé beaucoup d'équité tout à l'heure, c'est vrai que c'est une valeur fondamentale qui revient dans presque toutes les déclarations, mais c'est de voir avec les chercheurs qui développent l'IA, qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Comment est-ce qu'on peut éviter qu'il y ait des biais dans nos données et dans nos résultats? Comment on peut s'assurer que ce qu'on est en train de développer va être accessible le plus possible à tout le monde? Comment est-ce qu'on va essayer de minimiser le plus possible les conséquences négatives, notamment sur des groupes plus vulnérables? Donc, mais à cet égard-là, il faut quand même être conscient que je pense que ce serait un leurre de penser qu'on peut faire des technologies qui vont être en elles-mêmes responsables. Ça demeure nous qui sommes les responsables. Donc, je vais ajouter une dernière couche. Les éthiciens, les philosophes, on va dire, en fait, l'éthique, ça doit être même plus profond que ça, aller un peu plus loin encore. Et c'est de prévoir aussi des espaces de réflexion et des mécanismes de délibération tout au long de ce processus-là. Donc, de voir vraiment l'éthique non pas comme des principes qu'on vient appliquer sur une technologie, mais comme un processus qui fait partie du processus de développement, d'implantation et d'utilisation. Donc, un processus multi-acteurs, multidisciplinaire, qui va inclure les usagers, la société civile et tout le monde. Donc, il ne sera pas seulement déterminé par les entreprises et les développeurs eux-mêmes, mais par tout le monde qui est concerné. Et à cet égard-là, je pense qu'on a des beaux exemples ici au Québec. On est en train de développer notamment un cadre éthique avec le ministère de la cybersécurité et du numérique. Et c'est vraiment dans cette direction-là que c'est en train de se déployer. Et je pense que c'est très encourageant à cet égard-là.
C'est très intéressant de faire remarquer que ce ne sont pas les technologies qui doivent être responsables, ce n'est pas l'IA qui doit être responsable. Et c'est vrai que c'est une abréviation qu'on utilise, IA responsable. Je rappelle quand même que le forum de 2017 et puis la déclaration de Montréal parlent d'un développement qui est responsable. Et le développement, forcément, ce sont les êtres humains qui en arrière l'accomplissent. Donc c'est une remarque importante à faire. Alors, bon, l'IA, on voit, on parle là au fond, on parle d'encadrement éthique, on parle de ces déclarations. Ça a suscité, je dirais, l'IA une réflexion éthique absolument inédite, disons par l'ampleur, pour une technologie de l'information. On ne s'est pas posé ce genre de questions à l'avènement des ordinateurs et de leur implantation, par exemple. Il y a toute une littérature en sociologie sur l'implantation des ordinateurs au Congrès américain, qui a transformé la politique dans les années 70-80. Bon, c'est vrai que pour l'IA, on a une réflexion qui est particulière. Alors, quand on a des craintes par rapport à une technologie, et c'est souvent en fait ça qui suscite la réflexion éthique, eh bien, on se tourne vers des normes, vers un encadrement. Et je voudrais demander à Steve Jacob de nous éclairer un petit peu sur un acteur qu'on sollicite très souvent quand il y a des risques sociétaux importants ou des risques sociaux. Un acteur qu'on n'aime pas toujours, on s'en méfie, mais quand il y a des risques ou quand il y a des problèmes, des catastrophes naturelles, etc., on se tourne vers lui. Alors pour l'IA, justement, avec des risques qui vont de risques assez ordinaires aux risques existentiels dont certains parlent, eh bien cet acteur-là, c'est l'État. L'État, est-ce que c'est son rôle, par exemple, de réguler? Est-ce qu'il doit entrer dans la discussion sur la régulation de l'IA? Et comme utilisateur lui-même de l'IA, est-ce que ça ne complique pas un petit peu son rôle? Oui, c'est une très bonne question par rapport à cette relation entre l'État et l'IA. Et pour y répondre, on est dans les primaires américaines, donc je vais simplement citer Kennedy, une citation que beaucoup connaissent. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Si on transpose ça par rapport à l'IA, on peut se demander que peut faire l'État pour l'IA et que l'IA peut faire pour l'État. Donc si on regarde ces deux questions, tout d'abord sous l'angle de que peut faire l'État pour l'IA, c'était l'objet de la discussion de ce matin. On peut aborder l'IA sous l'angle de l'innovation. C'est le rôle de l'innovateur en chef, avec un soutien à l'écosystème, avec l'encouragement de l'appropriation. Pierrick est là-bas, l'appropriation des entreprises pour qu'elles puissent développer, intégrer de l'IA pour contribuer au développement de la société. Mais tout ça, quand l'État fait ce soutien à l'innovation, il faut qu'il l'encadre. Il faut qu'il y ait des balises pour éviter une évolution dans le Far West par rapport à l'IA. Et c'est un peu là où on en est par rapport à l'IA. Il y avait peu de régulation, peu d'encadrement. On a entendu le ministre ce matin le mentionner. Je pense qu'il y a plus beaucoup d'acteurs politiques qui vont considérer qu'il ne faut pas qu'il y ait d'encadrement, de balises qui soient mises pour réguler l'IA. Donc, cette réflexion-là, elle l'est amorcée. L'Obvia y contribue et va continuer à y contribuer. Mais quand on regarde l'IA et les politiques publiques, Lise l'a mentionné à plusieurs reprises ce matin, c'est qu'il y a un rôle à jouer de l'Obvia à l'égard des politiques publiques. Et par rapport aux politiques publiques, il ne faut pas uniquement s'intéresser à la politique de l'innovation pour l'IA, mais aussi s'intéresser aux autres politiques publiques et voir quelle est la répercussion de l'IA sur d'autres politiques publiques. En évaluation de politique, évaluation de programme, depuis les années 90, il existe des clauses d'impact environnemental où les différents ministères doivent regarder quelle est la répercussion de leur politique sur l'environnement. Au Québec, on s'est doté de clauses d'impact en matière de santé, en matière d'intégration des personnes en situation de handicap. On pourrait envisager l'intégration d'une clause d'impact en matière d'IA pour toutes les politiques publiques et voir quelles sont éventuellement des répercussions. Ça, c'était pour la première question de que peut faire l'État pour l'IA. Sur la deuxième question, que peut faire l'État avec l'IA? Ici, effectivement, ça va être l'intégration de l'IA au sein des organisations publiques. Ça rejoint ce que Karine et Alison ont mentionné. C'est quand on s'intéresse à ce que va faire l'État avec l'IA, il faut aussi savoir pour qui. Est-ce que l'IA va être utilisée davantage pour les organisations? Est-ce que l'IA va être utilisée pour les employés publics? Ou est-ce que l'IA va être utilisée
pour les usagers et les citoyens. Donc la finalité ne va pas nécessairement être la même, mais en général, puis je vais conclure là-dessus, en général, quand on regarde les développements qui ont été faits dans ce domaine, les raisons pour lesquelles l'IA est intégrée dans les organisations publiques, c'est pour accroître l'efficacité, donc fournir des meilleurs services. D'une manière assez surprenante, il y a des recherches qui montrent aussi qu'on peut fournir des services exempts de biais en utilisant des solutions technologiques, puisqu'on retire les biais humains, notamment toute une littérature sur l'aide sociale qui montre que des bénéficiaires ne vont pas recourir aux services auxquels ils ont droit pour une série de raisons. On peut aussi utiliser l'IA pour améliorer l'efficience, donc faire des gains de temps, de ressources et accroître la productivité. Mais tout ça, et ça fait partie de recherches, puis des recherches que j'ai pu mener auprès de différentes organisations publiques grâce à l'Obvia, c'est pour accroître la valeur ajoutée au service des citoyens. Puis je termine là-dessus. Beaucoup d'organisations au Québec, organisations publiques au Québec, s'intéressent à l'IA. Et bien souvent, la première question qu'elle se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser? À qui ça va servir? Et en général, c'est pour améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Merci beaucoup, Steve. Alors, j'aimerais qu'on continue sur ce terrain-là, justement. Et puis, Rémi Caillon, si vous avez des remarques sur les différentes interventions, ne vous gênez pas, mais sur cette intervention de Steve et le problème qu'il essaie d'analyser, je voudrais revenir justement sur le rapprochement entre deux autres expertises qui rendent possible justement le fait que l'État prenne des décisions éclairées ou non sur des technologies qui sont en émergence et qui sont parfois très complexes à manier. C'est le rapprochement entre l'expertise scientifique et puis l'expertise politique ou gouvernementale. Alors aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir plusieurs heures M. Fitzgibbon avec nous, ce qui montre un intérêt indéniable pour l'expertise scientifique en matière d'IA. Mais ma question, c'est quels sont les défis aujourd'hui pour justement mettre en capacité les décideurs et les décideuses publiques pour soutenir un développement responsable de l'IA? Quel est le rôle de l'Obvia dans ce rapprochement-là? Je mentionne aussi le fait que vous avez été élu président du réseau international en conseil scientifique gouvernemental. Et donc, il y a ici un lien très fort et crucial entre l'expertise scientifique et la décision politique. Sans remonter à Max Weber, cette relation entre le savant et le politique est absolument essentielle dans le déploiement des technologies de l'information et de l'IA. Alors, quelle est... Voilà, sans en faire une thèse. Non, mais par rapport à ce qui était mentionné par Steve, je pense que tu l'as dit un peu à la fin, là, et c'est un gros défi encore au gouvernement du Québec. Tout le monde, dans la majorité des ministères, on veut utiliser l'IA, mais il reste encore qu'on ne sait pas toujours pourquoi. Oui, ça fait bien de dire on utilise l'IA dans la prise de décision ou dans une façon de faire quelconque. Mais il reste encore beaucoup de défis parce que souvent, il n'y a pas les capacités ou les connaissances à l'interne dans les équipes. Ça va venir avec le temps, engagement de nouveaux experts, etc., etc. Mais il y a un rôle critique pour l'Obvia à ce sujet-là. Déjà, il y en a des liens entre, on parlait du Conseil du Trésor, on parlait du ministère de la cybersécurité et du numérique, mais on doit faire davantage. Donc, il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là. Et l'analogie que je pourrais peut-être prendre ici, ce qu'on a fait au cours de la dernière année, c'est qu'à la demande de l'Assemblée nationale, on a fait des formations de tous les députés de tous les partis sur les changements climatiques. Les députés se font poser, ils s'en vont dans leur comté, il y a plein de questions là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Etc., etc. Donc, il y a eu 2 formations, puis il va y en avoir d'autres, des élus, et de très bonnes questions, et une très bonne participation. Prochaine étape, formation dans tous les ministères sur les changements climatiques. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment aborder tout ça? Il faut faire la même chose sur l'intelligence artificielle. Il y a déjà des discussions avec l'Université de Montréal, avec l'ENAP. On en a aussi chez nous,
je pense Julie Zirumer dans la salle ici, là, mais aussi pour offrir des formations, pas nécessairement un doctorat, là, mais une formation de base. Comment être capable de se familiariser avec les outils d'intelligence artificielle pour par la suite être capable de poser les bonnes questions à des experts. Parce que des fois, on ne sait même pas. Oui, je veux utiliser l'intelligence artificielle. C'est la question qui m'est posée, par exemple. Ben oui, ben bon, là, mais pourquoi? Ça va servir à quoi? Comment? Et lorsque tu vas avoir une réponse, comment tu vas essayer de dialoguer avec les élus, avec le ministre, pour être capable de convaincre là, que oui, ça vaut la peine. Donc, il y a encore énormément de travail. L'OVIA est là, il faudrait l'utiliser davantage pour tout ça. Oui, Alison. Bien, je voudrais rebondir là-dessus parce que la notion de capacitation, elle est au cœur aussi du travail qu'on fait avec le MCN. Donc, dans le cadre éthique, un des éléments importants, c'est qu'il faut prévoir cette capacitation-là à tous les niveaux. Et je pense qu'il faut l'avoir aussi à deux sens, cette capacitation-là. Autant celles et ceux qui vont utiliser l'IA doivent comprendre ce que c'est. Et ça a été validé dans des ateliers qu'on a fait avec des gens de la fonction publique qui disaient on a besoin de comprendre, mais on a besoin aussi de bien comprendre les enjeux éthiques. Donc, il y a cette capacitation-là à deux sens, et ceux qui développent notamment et qui vont utiliser ont besoin aussi. Donc, ils peuvent avoir des PhD en IA, mais eux doivent peut-être aussi être formés en éthique et sur la question des enjeux sociaux. Donc, il y a cette double capacitation-là qui est importante, je pense, quand on développe ça. Et peut-être juste, avant que les collègues rebondissent, sûr, ici, on parle beaucoup du gouvernement du Québec, il y a eu des liens avec l'international et tout ça, mais il y a un volet, je pense, qui est développé à l'OVIA, on en a parlé un peu ce matin, au niveau des villes, des municipalités. Un travail énorme à faire de ce côté-là, mais énormément d'intérêt aussi. Je pense qu'il y a de très belles opportunités au niveau des villes. Ça augmente le travail que vous avez à faire, peut-être, là, mais très, très important. Parce que c'est le gouvernement de proximité, ça permet vraiment de continuer aussi l'engagement citoyen là, lorsqu'on est plus présent au niveau des villes. Alors pour cette fin de discussion, c'est un peu plus informel voilà, vous réagissez librement à ces propos. Karine. Oui, merci. En fait, je parlerai de triple incapacitation. Parce que j'ai l'impression aussi que, et puis le fait que justement on parle des municipalités, je pense qu'il faudra inclure effectivement dans cette formation et dans cette, encore là, je remercie ma collègue qui est dans la salle pour ce mot appropriation des technologies d'IA, comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est un appel aussi aux médias de prendre ce mandat-là d'éducation et de titrer autrement que l'IA va supprimer 50 000 emplois et on va être gouverné par des robots. Donc, d'aider un peu à démystifier, à comprendre qu'est-ce que c'est l'IA, d'une manière positive, mais aussi d'une manière négative. Encore là, les gens sont préoccupés par la reconnaissance ou l'impact sur leurs droits, sur leur vie. Et quand on parle de groupes qui sont déjà en marge de la société, ça peut avoir une incidence qui est encore plus forte. Donc, il y a cet élément-là, je pense, de parler aux citoyens. Et en fait, dans les études aussi, le palier municipal apparaît comme quelque chose qui est aussi un palier intermédiaire entre l'État, qui est des fois, qui a d'autres préoccupations forcément que, on va dire, sur le terrain. Je ne suis pas en train de dire que l'État n'est pas du tout au fait de ce qui se passe sur le terrain, mais le palier municipal a amené comme quelque chose d'intéressant, sans compter aussi que les villes souvent sont en lien avec un certain nombre d'organisations de la société civile, travaillent sur le terrain, ont déjà des méthodologies de collaboration, de tables de concertation par exemple, pour soulever un certain nombre d'enjeux. Et donc ça pourrait être comme effectivement un levier vraiment en termes d'éducation et de compréhension des impacts sociétaux et de cette technologie-là peut faire, qui parlerait à la fois aux élus, mais aussi aux organisations de terrain et donc aux citoyens. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui, certainement, dans les prochaines années, va être à développer ou sera développé très probablement. Alors, pour refermer ce volet-là, j'aurais une dernière question, d'abord pour Karine, mais pour l'ensemble du panel. Pour refermer ce volet, Steve, j'imagine que... Sur la question des capacités, oui, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça concerne les employés, que ce soit les employés du secteur public ou les employés des organisations privées. Il y a je pense que c'est une responsabilité des employeurs, des organisations, de s'assurer que les employés soient formés adéquatement par rapport à l'utilisation des technologies.
je viens de terminer une recherche où j'ai fait des entrevues sur cette montée en compétences au sein du secteur public. Et quelqu'un mentionnait qu'il n'y a plus, dans le panel précédent, on mentionnait le fait que c'était les tâches qu'il fallait regarder, pas uniquement des grandes disparitions d'emplois ou autres. Et il y a un exemple qui m'a frappé, qui m'a été donné, de dire même un jardinier aujourd'hui doit être sensibilisé aux dimensions des nouvelles technologies et de l'IA dans la manière dont simplement la gestion avec son gestionnaire, la relation avec son gestionnaire est amenée à changer par des outils numériques, mais aussi pour gérer son robot tondeur. Donc il y a une dimension qui est là, et c'est sans doute un élément qui va devoir être davantage mis en évidence au sein des organisations pour identifier la répercussion qu'a la technologie, l'IA, sur le travail, mais aussi de s'assurer que les employés vont pouvoir utiliser adéquatement les outils, parce que ça a été mentionné quand on parle des impacts sociétaux. Il y a des enjeux en termes de confidentialité, en termes de sécurité et autres qui sont là. Donc, les employés doivent absolument être formés, et ça exige déjà que les employeurs soient conscients de la nécessité d'augmenter les compétences. Il y a une responsabilité de leur part à cet égard. Absolument. Et puis cette formation, elle doit prendre justement la forme, pas simplement d'une formation technique, mais d'une formation à l'éthique ou à l'équité de l'IA. Je voudrais revenir pour le mot de la fin sur une idée qui a été mentionnée par Tania Saba. IA responsable, tu préférais IA équitable. Et dans IA équitable, on a différentes dimensions. Une des dimensions importantes à laquelle on est attaché, quand on parle même d'IA responsable ou d'IA éthique, c'est l'inclusion. L'inclusion des populations. On en parle justement en questionnant le rôle de la société civile dans le développement de l'IA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sans là entrer dans des détails? Je voudrais en fait cibler un problème particulier pour finir. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une IA qui serait inclusive ou d'avoir un développement de l'IA inclusif quand certaines populations sont marginalisées au point qu'elles ne voient même pas le lien avec une technologie qui pourtant a un impact sur son existence et sur sa capacité à se maintenir. Et je veux cibler, pour finir cette discussion, la question des autochtones, des populations autochtones, que ce soit au Canada, au Québec, mais aussi dans diverses régions. On a l'impression que c'est uniquement dans certaines régions qu'il y a des autochtones. En fait, c'est un problème évidemment mondial, et tous les pays ont des populations autochtones qui sont impactées par l'utilisation de ces technologies. Alors ma question est très simple, c'est comment on fait pour rejoindre ces populations, et comment on fait pour respecter dans le développement de l'IA ces spécificités. On a essayé de le faire au niveau du gouvernement du Canada, ça n'a pas très bien marché, pour être très très franc, et pour tout un tas de résistances. Voilà, je pense que c'est un enjeu important, donc si, selon ton expertise... Donc tu me regardes, ça veut dire si tu veux que je réponde. Okay. Ouais. Mais tu peux dire non aussi, parce que le problème, juste l'identifier, c'est déjà... Oui, c'est une question à 100 000 $, on va dire, mais elle est intéressante. Alors, je parlerai plus de peuples autochtones ou de Premières Nations. Je crois qu'un des éléments, notamment pour inclure, c'est de voir ce qui a été fait. Et quand on parle notamment des peuples autochtones, on aurait tendance à penser qu'ils sont moins concernés. Et en fait, ce qu'on voit au niveau mondial, c'est qu'il y a une réflexion qui est là depuis de nombreuses années, et notamment, c'est tellement là de nombreuses années que ça a transpercé jusque dans les institutions internationales, dans les forums internationaux dédiés aux peuples autochtones, où on parle justement des enjeux de données, de représentation dans les données, et ce qui est actuellement promu à l'international, c'est la désagrégation des données. Donc un mouvement qui irait à l'encontre de ce qui se passe, où on agrège les données pour des questions d'anonymité, mais en disant on doit les désagréger pour qu'on apparaisse dans les données. Il y a ça, et il y a un certain nombre de mouvements qui ont été initiés, et puis il y a un chercheur absolument fantastique qui est ici au Canada, qui s'appelle Jason Lewis, qui travaille sur Indigenous Future, et justement de réfléchir comment est-ce que
Parce qu'en fait, pour les groupes autochtones, les Premières Nations particulièrement, et j'utilise Premières Nations parce que c'est dans un rapport de pouvoir, justement, entre un État et des groupes qui ont été en déficit de légitimité, de reconnaissance de leur souveraineté. Et donc, c'est comment est-ce qu'on ne va pas perdre du pouvoir encore plus avec ce qu'on définit dans le milieu comme une recolonisation du numérique. C'est-à-dire que des données pourraient être utilisées pour justement aller à l'encontre d'un mouvement d'autonomisation. Et donc, il y a vraiment énormément de mouvements, de réflexions sur comment est-ce qu'on peut justement reprendre du contrôle sur les données, donc des lignes directrices comment est-ce qu'on va demander la collaboration, et ce sont des lignes directrices qui sont dans la même veine que ce qu'on a vu par exemple en sciences sociales avec les protocoles et notamment avec l'agence des 3 conseils, enfin avec les 3 conseils, le PTC2, le chapitre 9, qui est comment est-ce qu'on collabore avec des Premières Nations. Donc en fait c'est ce genre de mouvement-là qui est issu des Premières Nations. Sur des groupes qui sont marginalisés, souvent dans la consultation, et c'est pour ça que ça ne marche pas, c'est qu'on rentre avec un a priori sur les besoins et sur les méthodes. Et je crois que ça doit être fait différemment, et j'espère qu'à l'Obvia, en tout cas c'est mon intention, c'est de le faire différemment, c'est de dire quels sont vos besoins, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez besoin de la formation? D'autres vont dire non, on a juste besoin d'argent. Ok, est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher des fonds, d'utiliser la recherche pour aller chercher des fonds, produire des nouvelles connaissances en fonction de ça? Donc déjà, de renverser la question et de dire est-ce que ce type de consultation vous conviendrait? Quel type de consultation est-ce qui serait important? Et c'est l'idée en fait de retendre le micro de l'autre côté plutôt que de dire on veut vous consulter, il faut que cette consultation-là soit faite dans des termes qui soient définis, co-définis, on va dire, et qu'il y ait une plus-value à la consultation. Parce que ça, c'est un autre enjeu. À quoi vont servir les données de cette consultation-là? Est-ce que les gens vont avoir une rétroaction? Déjà, ça, c'est la première des questions. Mais est-ce que vraiment ça va changer leur vie? Et souvent, à date, malheureusement, la réponse est non. Donc, redéfinir peut-être les termes de cette participation. Alors, justement, le mot de la fin et la réaction, puisque les conseils ont été mentionnés, le mot de la fin. Ça va être un peu différent, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être mentionné. Si jamais vous êtes intéressé, vous voulez en savoir un peu plus sur la question Premières Nations, peuple autochtone, intelligence artificielle, données, là, c'est mon autre chapeau, tu l'as mentionné brièvement, là, INGSA, la présidente d'INGSA, le prochain congrès international est à Kigali. 1er 2 mai, on a une session sur ce sujet-là avec un leadership qui vient de la Nouvelle-Zélande. Oui, ben oui. Bon, ben voilà, alors rendez-vous à Kigali. Merci infiniment pour votre participation. Merci Marc-Antoine, merci Rémi, Karine, Alison, Steve. Avant de clore les échanges dans l'amphithéâtre et de nous diriger vers le cocktail, je voudrais accueillir un dernier invité, M. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec. Au Conseil de l'innovation, Luc et son équipe ont mené une grande consultation à laquelle l'Obvia a collaboré et un rapport est à venir tout prochainement. On en a parlé plusieurs fois aujourd'hui. Les synergies sont nombreuses entre ces travaux et l'action de l'Obvia, alors j'invite maintenant Luc à prendre la parole. Merci. Je voulais saluer toute l'intelligence dont on a été témoin aujourd'hui, toute l'intelligence que l'Obvia nous a amenée depuis des années dans cette démarche collective de consultation, de réflexion pour définir les cadres, définir les enjeux, identifier des priorités, identifier des moyens d'action. Lise, l'Obvia, beaucoup d'entre vous, Anne-Sophie Hulin aussi, ont dirigé avec nous ces travaux. Vous avez amené une intelligence nécessaire que vous cultivez de longue date, depuis des années. Le ministre l'a souligné, Sophie aussi. Sans cette avance, Élise également, évidemment, sans cette avance que vous avez prise depuis des décennies, sans cette réflexion et cette recherche que vous avez développée de mille et une façons sur toutes ces questions qui sont exposées et que vous allez continuer de développer dans vos travaux dans les années à venir, on n'aurait jamais pu être la nation qui amène une série de recommandations aussi bien fondées. C'est des questions qui sont bien au-delà de la technologie. Maintenant, les défis devant nous, ils sont aussi bien au-delà de l'éthique. Ils sont dans l'application. Ils sont dans les moyens, le savoir-faire, la formation, la capacité d'anticiper,
de piloter des changements rapidement pour être outillés par l'IA, pour être augmentés par l'IA et de ne pas être impactés négativement par l'IA. En être les maîtres, en être les utilisateurs pour grandir comme société. Le 5 février, ce fameux rapport qui va colliger l'ensemble de l'intelligence collective auquel je pense que presque chacun d'entre vous a eu la chance de contribuer, va être dévoilé. Je vous invite à pouvoir y participer, mais je vous invite surtout, en tant que chercheur, en tant qu'éclaireur, en tant que guide, à continuer à nous amener dans un usage responsable de l'IA et à faire des travaux qui pourront nous en donner les moyens. Merci d'être là. Longue vie à l'IA, à l'Obvia. À l'IA aussi, ça, on ne s'en débarrassera pas. Longue vie à l'Obvia. Merci d'être là. On continue tous ensemble. Merci Luc. Cette fois, c'est fini pour de bon. On vous invite à poursuivre les échanges, donc comme je l'ai dit, autour du cocktail dînatoire dans la grande salle, et à aller voir également nos kiosques et présentations, les publications qu'on a exposées, si jamais vous n'avez pas encore eu le temps de le faire. J'en profite une dernière fois pour remercier HEC Montréal pour leur accueil. C'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Je veux aussi remercier nos distingués invités, Monsieur le ministre, Monsieur le scientifique en chef, Madame la rectrice, Monsieur le directeur, les membres du comité de direction, et puis enfin toute l'équipe opérationnelle et scientifique qui s'est mobilisée ces derniers jours pour cette activité. J'allais souhaiter un bon appétit à tous, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter un mot. Non, c'est vraiment rapide. Ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'est vrai, comme le dit Guillaume, il y a toute une équipe, mais il y a aussi un chef d'orchestre derrière ça. Puis je voudrais qu'on remercie beaucoup Guillaume Macot qui a joué un rôle majeur dans ça. Je me sens très honorée d'être avec la communauté de chercheurs de l'Obvia, mais en même temps d'avoir une équipe solide qui sont vraiment au service de la recherche au Québec. Là. Ça, Merci Lise, c'est ça, c'est un plaisir de travailler avec tous les chercheurs de l'Obvia depuis 5 ans. Et vraiment merci à l'équipe qu'on a construite cette dernière année qui est vraiment extrêmement engagée. C'est vraiment votre succès, cette activité d'aujourd'hui. Dernier mot technique, les membres du comité scientifique et les membres du comité exécutif, on aimerait prendre une photo de vous dans l'escalier au niveau du 3e. Donc avant d'aller prendre une coupe de vin, s'il vous plaît, Flavie vous attend avec la photographe. Et pour tous les autres, on vous invite à passer au cocktail dès maintenant. Merci beaucoup, bon repas et à cet après-midi.